Mexico. Connaissez Mexico, quelqu'un, non? Ouais. C'est vrai, tu connais? Ouais. T'as voyagé là-bas ou t'as habité là-bas? Non, j'ai voyagé, j'y suis allée pour le boulot aussi. Mais C'est bizarre, de c'est passage, quoi. Ouais. J'ai pas aimé. J'ai stressé. Moi, j'ai stressé. Mais j'étais fatigué. Je sais, je voyageais énormément à ce moment-là. J'avais dû faire genre 2 ans à travers le monde. Et je suis arrivé dans cette ville, j'étais claqué. Moi je veux bien, ouais, s'il te plaît. C'était pas l'endroit où... Il y a du blanc au frigo, si vous voulez. Bon, le rouge pour l'instant, C'est pas un endroit où aller quand t'es crevé. Non, c'est Tu vois, gigantesque. C'est quoi. gigantesque, tu comprends rien. Oui, on y va. Bah oui, bah nous on t'attend. Oh, je te jure. À la vitesse d'un âne. Hein. Allô la planète? Allez, Avec vas-y. Eric Lange. Voilà. Ça veut dire que ça démarre. Là, il va reparler là. Allô la planète? Avec Eric Lange. Et voilà, merci. Dans mon salon, comme tous les... alors, je sais pas, à peu près tous les 15 jours. Hein. Stéphane débarque avec le petit studio mobile, il l'installe sur la table de mon salon. Et puis il y a des gens qui viennent de droite et de gauche, soit directement ici sur des petites chaises, soit par téléphone. Aujourd'hui, on est assez nombreux dans le salon. Donc il y a Neil, on dit pas Neil, ça. Salut, on on dit dit Neil. Neil, ouais. Neil et Marie. Ça vient d'où, Neil, ce nom, excuse-moi? Neil, C'est le ça Nil, vient tes d'où? parents. Je crois que c'était un évêque grec. Ah non, moi je crois. ouais. C'était pas une histoire de croisière romantique de tes parents sur Alors le il y a Nil. le Nil, ça veut dire rien, nul aussi, vide, le néant en anglais, tu vois. Annihilé. D'accord, Neil. Et Marie, Ouais, qui est là. tu me Salut demandes pas d'où Marie. ça vient, moi. Non, Marie, on sait, ça vient de là-haut. Et alors les deux, ils arrivent, ils ont marché pendant 2 ans, c'est ça? Ouais, Vous avez eu... Ah non, je vous avais eu au téléphone sur RTL, c'est ça. mais on vous avait pas eu dans Allô la planète. Et là on est de retour. Et vous venez d'arriver, là, vous venez de rentrer. On a le camarade Fabien qui est revenu, rebelote, ça va Fabien? Ça va pas mal, ouais. Il est passé il y a 3 semaines, un mois, je sais Un plus, mois, je pense. un mois, pour nous présenter, pour nous annoncer la sortie d'un magazine de voyage. Qui est sorti il y a 2 Qui semaines. est- ça y est, il est sorti, il est beau. Vous avez vu, c'est un. Ouais, c'est classe. hein. Voilà, et c'est un. Comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça Un coffee table book. Coffee table book. Voilà, c'est le truc qui traîne sur ta table. D'abord, ça fait très bien. Ça fait assez classe. À côté de 21, America, enfin, tu vois, des trucs comme ça. C'est vendu au Conran Shop où on vend du design, de la déco et Voyage Magazine. Et en plus, dedans, il y a des belles photos, des articles consacrés. Ce numéro à. Au Mexique. Romain est à côté de toi, lui. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi t'es là? Bonsoir. Bonsoir, Romain. Moi je suis là pour vous parler de mon futur projet de voyage. Voilà, vas-y, parle bien dans le micro. Voilà. Donc en fait, le 7 juillet, je m'en vais pour l'Australie sans prendre d'avion. Ah, c'est pas à pied. Non, j'ai cette nuance, je me permets une certaine marge de liberté Oui, de bah, faire des du trains, stop des ou autre. bus, du stop, ce que C'est tu ça. veux, quoi. L'Australie? Voilà. D'accord. La Chine, la Russie, tout ça, tu vas jusqu'au bout? Non? En fait, non, je vais non. pas passer par la Chine, je vais passer par l'Iran. D'accord. L'Iran, l'Inde, et puis remonter un petit peu sur l'Asie du Sud-Est, et puis... voilà. Et c'est pas ta première expérience, j'imagine? Tu te balades un peu? Oui, bah, je voyage chaque année depuis 2010. En 2010, le 1er janvier, j'ai pris ma dernière bonne résolution qui était de enfin voyager plutôt que de rêver de voyage. Donc depuis 2010, je voyage et jusqu'ici, le plus long voyage que j'ai fait, c'était 5 mois en Amérique latine, en 2011-2012. Et puis Stéphane est là aussi, qui fait des trucs avec les... T'as pas de micro, Stéphane, tu peux rien dire cette fois. Stéphane, sans qui tout cela n'existerait pas. Et on sera avec Sandrine dans un instant aux îles Marquises, c'est ça? Tu me diras quand on l'aura. Bon, je reviens vers les deux, là, Marie et Neil. La dernière fois, on s'était parlé, je sais plus, vous étiez en Grèce, je crois, c'était cet été. Je crois, ouais. Donc 2 ans à pied. Ouais, 2 ans Alors, à pied. pour le coup, à pied, quoi. Pas de bus, pas de train, pas de rien. Pas de rien, pas de vélo. Souvent, les gens nous disaient non, mais vous n'êtes pas à pied, vous êtes en vélo. Non, non, tout à pied. Et donc du sud du Portugal jusqu'en Turquie, jusqu'à Ouais. Istanbul. On évite forcément toutes les grandes villes. Enfin, il y a des moments, ça doit être galère de marcher. Bah, Moi, à chaque fois, tu vois, quand j'imagine, t'arrives dans une grande ville comme Paris, t'imagines les 50 km là autour de Paris à non, pied. les villes, c'est le bordel. Clairement, on a essayé d'éviter au maximum. On s'est fait quelques villes quand même assez méconnues dans les Balkans, à échelle plus humaine aussi. Mais globalement, les villes, on a essayé d'éviter. Et c'est pas là qu'on était
qu'on avait le plus de facilité pour rencontrer des gens, pour aller crêcher chez l'habitant, pour pas mal de trucs. Et vous cherchez tout le temps quoi? Des petites routes, des petites. On des a petits- cherché les sentiers les plus petits possibles, je pense, du début à la fin. Et essayer de trouver des endroits qui sont un peu moins fréquentés que le reste. Quand on aller voyage voir, sur des sentiers comme ça, est-ce qu'on sent des différences entre les pays? Ouais, bien sûr, des tonnes. Ouais. Des tonnes. Et aussi beaucoup de ressemblances quand même. Puisqu'il y a, il y a des façons de. Tout ça, ça a été façonné par des besoins à la base. Les gens ont utilisé les sentiers pour. Mais tu rencontres du monde encore aujourd'hui? Ça Sur- dépend où. ouais. Ouais, Ça plein. dépend où. C'est vrai, ouais. Des randonneurs, il y a des gens qui habitent. Pour le coup, on a rencontré assez peu de randonneurs du début à la fin. Un petit peu dans les Alpes, sur les sentiers majeurs. Mais sinon, on rencontre des gens qui habitent là ou C'est des le bergers bon qui sont, parisien qui débarque. Mais il y a des gens ailleurs. Et puis il y a carrément des pays où les gens vivent encore avec ces sentiers, quoi. En Albanie, il y a très peu de routes. Les routes sont vraiment à leur plus simple appareil. Et puis les gens vivent avec leurs ânes sur les sentiers, tu vois. Ah voilà, Stéphane. Et mais 2 ans, ça me semble long quand même, non? Vous avez marché tous les jours? Non, on n'a pas Non. marché tous les jours. Il y a des jours où on était au bureau, comme on dit. Enfin, nous, on les appelait comme ça, ces jours-là. On se prenait une chambre d'hôtel où on était hébergé chez quelqu'un et on montait nos vidéos sur nos ordis, on publiait nos photos sur les réseaux sociaux, on écrivait des articles. Là, le concept, c'est quoi? C'est pas juste marcher, j'imagine. Non, à la base, c'est un projet. On a monté une asso 1 an avant de partir. Donc, on a carrément bossé 10 mois sur le projet avant de marcher sur Sagresse, le premier jour, qui était donc le 4 février 2018. Et ça a été 10 mois pour monter ce projet, en fait, qu'à la base, c'était rien du tout. C'est un truc où il a fallu qu'on... Parce que qu'est-ce qu'il y a à monter? Tu t'en vas, tu prends ton sac, puis tu vises Istanbul, puis Ouais, on avait Ok. tous les deux un peu plus de 30 ans. On a cherché à faire vraiment un truc qui dépasse le voyage perso, qui soit un truc qui laisse des traces et de se poser des questions en invitant les gens à prendre part à ce truc qui présente quand même l'Europe un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir dans les médias. Il y avait quoi? Il y avait une envie de... Alors, on est dans mon salon, on est aussi dans le salon de Gabi, qui cette semaine a essayé de pourrir l'émission en mettant des cacahuètes. Donc si on a tous des problèmes pour... Ah, on peut pas... J'ai pris une poignée de cacahuètes avant de parler, c'est complètement idiot d'ailleurs. Oui, il y avait quoi? Il y avait une idée journalistique derrière? Ouais, complètement. Une idée journalistique. Après, c'est... La thématique, c'était quoi? C'était de présenter l'Europe, alors? La thématique, c'était Une Europe. de rencontrer l'Europe, véritablement, quoi. Une Europe qu'on connaît pas, parce qu'on a grandi, on est tous les deux des années 80. Il y a beaucoup d'endroits qui nous parlent dans le monde, qui sont souvent des endroits dont on a beaucoup entendu parler dans les médias. On connaît par cœur les rues de New York, on connaît par cœur tous les États des États-Unis, on peut parler de la Chine, de la Thaïlande, de la Patagonie, mais il y a des bleds en Europe avec qui on essaie de bâtir l'Union européenne et qu'on ne connaît pas forcément. L'Albanie, tu parlais, dont Ouais. tu parlais, ouais. L'Albanie, la Bulgarie, la Serbie, qu'est-ce qui s'y passe? Quand est-ce qu'on a vu la Bosnie à la téloche pour la dernière fois? Quand il y avait la guerre. Ouais, quand il y avait Ouais. la guerre. Ouais, ouais. Sur des trucs pointus sur Arte. Donc voilà, c'est toute cette Europe-là, nous, qu'on avait envie de rencontrer, sur laquelle on avait envie de mettre des images, essayer de réfléchir à ce que c'est l'Europe en tant que continent avant que quantité politique et économique. Et faire tout ça Bien, c'est avec un fil ambitieux, dis donc. conducteur un peu C'est fédérateur. vachement intéressant, mais vous faisiez quoi comme métier? Vous avez un vrai métier quelque part ou pas? On Enfin, avait. dit-elle. Vous faisiez quoi? Rien à voir avec le journalisme ou... Rien à voir pour ma part. J'étais responsable ressources humaines dans un grand groupe. Donc je voyageais pas mal pour ce boulot. C'est le seul lien que tu peux T'étais faire. DRH dans un grand groupe, et Ouais. avec un bon salaire, j'imagine, du coup. Un super salaire. Ah, tu fais partie. T'as vu, on en croise souvent dans Allo. C'est marrant, dans Allo la Planète, c'est là que j'ai rencontré le plus de cadres sup avec des bons salaires qui deviennent boulangers à Toronto, marcheurs sur les routes d'Europe, les mecs qui pètent un boulard à un moment. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Lui. Même pas. C'est lui. Même Non, pas. c'est pas Neil. Non, on s'est rencontrés tous les deux à peu près à ce même point de ras-le-bol de nos vies. Donc on s'est retrouvés parce qu'on se connaissait d'avant. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est quoi? Attends, et Neil, tu faisais quoi, toi? Attends, on va revenir à ton histoire. Neil, tu faisais quoi? Photographe. Photographe. En mode, ouais. Là, il y a plus de...
De logique. De lien, De lien, ouais. Bon, alors qu'est-ce qui t'est arrivé un matin? T'es arrivé à la boîte et t'as dit à tous tes milliards d'employés du monde entier, fuck you. Ça a été un peu plus progressif que ça. Mais en fait, je bossais tout le temps. Je bossais beaucoup. Alors, j'étais assez flattée au départ qu'on me confie un poste avec autant de responsabilités si jeune. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'y passais, entre guillemets, mes plus belles années. Que peut-être demain, j'aurais plus la santé, j'aurais plus ci, ça. La vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Et Ouais, mais il y a des tas de gens qui font des métiers comme ça et qui sont très contents. Hein. C'est juste que c'était pas fait pour toi. Alors, bah voilà, très bien. Ouais. Quand j'ai annoncé que je voulais partir, il y en a qui m'ont dit mais tu te rends pas compte, il y a 1 million de gens qui aimeraient ton poste. Je leur ai dit bah, il est libre. Non, ce qui est fou, j'imagine, dans le regard des gens, et t'as vu, c'était mon premier réflexe aussi. Hein. Pourtant, j'en ai entendu des histoires comme ça. C'est putain, tu lâches quand même un sacré salaire pour rien. Ouais. Et ça impressionne. Enfin, ça impressionne, ça fait tiquer tout le monde. On court tous après les sous. Hein. Voilà, Bien sûr. Ouais. Et donc toi, tu l'as fait, ouais. Ouais, j'ai mis longtemps à me décider et c'était une prise de risque entre guillemets jusqu'au jour où je me suis dit mais non, la prise de risque, il y en a pas. Si demain je regrette, bah ça se trouve ils voudront bien me reprendre ou je pourrais toujours me présenter ailleurs. Enfin voilà. Oui, c'est vrai. Tout à coup, quand tu réalises, tu prends du recul, tu te dis mais je risque quoi finalement? Pas grand chose. Ouais. Oui, mais on est pris dans. On est pris dedans et les. Enfin, je sais pas si t'en as, mais enfin, tu vois, je veux dire, les crédits, notre mode de vie, notre confort, on s'installe. Regarde, tu vois, petit à petit avec les années, tu t'installes un truc sympa, t'as 3-4, des bouquins, et voilà, et tu t'installes là-dedans, puis voilà. Quoi. Mais il y a pas de mal, hein, mais. Ah, c'est marrant, putain, une DRH. Tu te rends compte, une DRH sur la route. Pourtant, les DRH, vous avez pas bonne presse en plus. Hein. En rigolant, je dis c'est les gens que tu vois le premier jour quand t'arrives pour signer un contrat et le dernier jour pour négocier le départ. Salaud. J'étais une DRH sympa. C'est vrai, t'étais une DRH. Romain, alors, toi, tu pars, quoi, tous les... Non, tu m'as dit que t'as fait un voyage de 5 mois l'autre fois? Oui, mais c'était en 2011-2012. Et sinon, tu pars une fois par an pour quoi, un mois, 2 mois, 6 semaines, une semaine, un jour? Jusque-là, j'avais un emploi et j'étais salarié, donc 2-3 semaines par an. Ouais, voilà. Putain, c'est ça le problème. Hein. Tu en parles bien dans le micro, s'il te plaît. Et c'est vraiment depuis que j'ai arrêté mon ancien travail où je voyage beaucoup plus. Et par exemple, l'année dernière, j'ai fait 1 mois et demi en Thaïlande. Avec la Thaïlande, je voulais mettre au service des autres mes compétences, puisque je suis issu du milieu de l'animation. Donc en fait, j'ai trouvé une mission humanitaire à faire auprès d'enfants en Thaïlande. Ah ouais? Ouais. Donc pendant 1 mois, je me suis occupé d'eux, je devais leur proposer des jeux, encadrer la vie quotidienne, tout ça. Donc voilà, ça donnait un petit peu plus de sens à mon voyage. Mais pourquoi faut chercher toujours à donner un sens au voyage? Non mais sérieux. Pourquoi ? C'est peut-être parce que moi, pour ma part, je pense avoir des valeurs à défendre ou à transmettre. Et puis peut-être qu'au début, je partais en voyage simplement pour juste découvrir le monde et puis pour faire un petit peu de tourisme. Mais avec le temps, j'ai eu envie de plus m'intéresser aux gens, à leur mode de vie, à leurs conditions de vie et à approfondir un peu plus les choses. Pour toi, quoi. Oui. Je dirais pour me faire grandir. Non mais le bon vieux voyage sans but à la beatnik, tu vois ce que je veux dire, Marie? Ouais. Pourquoi non? Bah nous cette fois-là c'était pas ça en tout cas. Et ça vous attire aussi ça? Partir juste pour partir, sans se chercher, sans faire de site internet, sans faire de blog, sans aider les petits-enfants en Thaïlande, sans avoir de messages écolo, sans rien. Sans avoir 11 kilos d'électronique sur le dos. Rien. Ça nous tente, ouais. Une brosse à dents, une paire de chaussettes et roule, quoi. Et j'ai personne à appeler. Moi, je l'ai fait, ça, hein, c'est génial. C'est la libération totale. Ouais, carrément. Rien. Je sais pas pourquoi je suis là et je verrai ce qui se passe. Non, mais c'est vrai, hein. Bon, enfin, c'était mon petit message de vieux beatnik, recommencer. Tu reviens d'où, mon cher Fabien? De nulle part? De chez toi? Non, de Répu? De la place de la République, ouais. Non, je reviens de... Non, mais le Mexique, c'était il y a longtemps, parce qu'en fait, comme c'était un lancement de magazine, il fallait prendre du temps. Donc, je suis parti en octobre. Il est sorti fin janvier. Début février, on va dire. Spécial Mexique, le numéro de Voyage, bouge pas. On a Sandrine au téléphone. Sandrine? Allô, Sandrine? Salut. Oh, Sandrine, ça fait un bout de temps. Ouais, c'est clair. Comment ça va? T'es où? Ça va bien. Aux Marquises, petit archipel perdu de la Polynésie française. M'énerve. Et m'énerve. Non, elle m'énerve, elle. Et alors, il faut que je te dise félicitations, il paraît, t'as eu un bébé? oui, un petit de 6 mois.
qui est né à Tahiti. Ah, bravo. Il a quel âge? C'était quand, ça? Et il a 6 mois, c'était en septembre. Il va Septembre. faire dans 5 jours son mois anniversaire. Ça va bien, le papa se porte bien. Donc, tout le monde demande des nouvelles de la maman, mais on demande jamais le papa. C'est dur un accouchement quand t'es père. 2 paquets de clopes, une bouteille de vodka. Enfin, c'est terrible là aussi. Il va bien le papa? Ça va, il s'en sort, il essaye. De temps en temps, il met le casque anti-bruit. Bah ouais. Mais ça va. Alors non, je vous explique, Sandrine. En fait, tu te rends compte, Sandrine, j'ai regardé, on se connaît depuis 2011. C'est à peu près ça, je crois, depuis le début du voyage. Je l'ai eu dans l'émission en 2011, un beau matin, elle est partie. Alors à pied aussi, toi d'ailleurs, t'es partie à pied à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'était parti pour 15 mois à pied. Ouais, et t'avais dans l'idée de faire le tour du monde ou à peu près. Non, tu voulais aller où à pied? Allez, raconte. Si je savais pas trop, en fait, je suis partie sur un projet avec une copine de faire le tour du monde que en marchant. Et puis bon, les aléas ont fait que j'ai marché à travers toute l'Europe jusqu'en Macédoine. Puis après, finalement, j'ai continué. J'ai pris un bateau pour une première transatlantique. J'ai lâché la partie écologique. La copine, Caroline, elle s'appelait, non? Elle s'appelle d'ailleurs toujours. Oui. Elle a continué. T'as vu, elle est rentrée il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, moi, je l'ai vu. Elle a fait son tour du monde à pied entièrement et elle est rentrée il y a 1 an peut-être ou quelques mois. Et puis toi, vous êtes séparés en Europe centrale et je me souviens, je t'ai re-eu. Tu te rappelles cette scène quand tu étais sur ton bateau, tu nous disais au revoir en direct à la radio? Ouais, la première transatlantique, effectivement. Voilà. Et puis après, elle est partie là-bas en Amérique latine et puis on t'a jamais revu. On s'est beaucoup parlé. On s'est revu quelques fois depuis. Non, on s'est pas mal parlé. Et tu t'es bien baladé partout là-bas en Amérique latine. Elle bossait là-bas. T'es infirmière, hein, c'est ça, Sandrine? Oui. Ouais. Bah, dans les parties françaises, je bossais en tant qu'infirmière, mais sinon, après, les autres pays, c'était dans la restauration, un peu de vente de macramé, un peu tout ce qui se fait, quoi. Et puis, j'avançais avec ma moto en Amérique du Sud, c'était cool aussi. Ah oui, voilà, elle avait une petite bécane, une petite 125. Ouais. Elle se baladait là, avec sa petite 125 partout. Ouais. Voilà, jusqu'à ce qu'un skipper accroche mon cœur et que je m'installe sur un bateau. Le skipper. Et vous vous êtes installé. Et vous viviez toujours sur le bateau, là? Ouais. Le bébé est né à la maternité, mais à J3, il était sur le bateau et depuis, il vit sur le bateau avec nous. Voilà, monsieur, dame. Et alors, il y a tout là-dedans, mais ils sont énervants. Ils sont heureux, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils font le tour du monde, ils vivent sur un bateau, ils ont un bébé sur les îles Marquises. Voilà. Tout va bien, la vie est cool. Ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Notre principale préoccupation, c'est de savoir s'il va faire beau pour aller nager ou quoi faire de notre journée, aller cueillir des fruits, ce genre de choses. Mais vous avez une maison. Très compliqué. Vous vivez pas dans une cabane, vous avez une maison quand même, non? Non, il y a le bateau, je suis con. Bah oui, bien sûr, ils sont sur le bateau. Ouais, c'est idiot. Et vous gagnez assez de sous avec les transports de bateau pour tenir le coup? Ouais, on part régulièrement faire du charter, des gros convoyages. On en accueille aussi de temps en temps à bord. Ça, c'est sympa. Ça, les gens, ils viennent partager un peu de notre vie. Et puis, ça suffit, quoi. Et puis, je bosse une fois tous les 2 ans, quelques mois, histoire de, pour pas perdre la main. On va envoyer l'extrait de cette émission à Emmanuel Macron pour lui dire qu'il y a des Français qui ne sont pas dans son trip, mais qu'il y a un autre trip possible. Je bosse un peu de temps en temps, tous les 2 ans. Et c'est comment les îles Marquises? C'est quoi? C'est le clicheton, la carte postale qu'on imagine avec l'eau turquoise et tout? Non, ça c'est les Tuamotu. Ouais. C'est pas du tout le même archipel de Polynésie. Les Marquises, c'est des grosses montagnes. Ça monte jusqu'à 1200 mètres, je crois. Ah ouais. C'est connu pour ses grandes falaises abruptes en bord de mer. Et c'est vraiment un archipel super tranquille parce que y venir en avion, c'est extrêmement cher, donc il y a peu de touristes. Donc pour nous, c'est parfait. Ils sont sur 6 îles, il n'y a que 8000 habitants. 6 îles, 8000 habitants. On a de quoi faire. Ouais, c'est tranquille. Ouais. Et attends, c'est français? Oui. Non. Oui, c'est français. Oui, c'est la Polynésie française. Oui, voilà. Non, mais ça pourrait être des poussières britanniques ou indépendantes, ou je ne sais pas. Tu sais. Pourquoi je m'entends de l'autre côté? Non.
Ah, t'as ton haut-parleur, tu peux l'éteindre s'il te plaît, Sandrine? Je n'ai pas mon haut-parleur, Ah, non, c'est toi mais qui. je pense que c'est le réseau qui merdouille un peu. Bon, et alors vous allez rester là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Là, on va rester encore un petit peu. On est en train de voir pour faire un petit séjour en France pour présenter la crapouille toute fraîche à la famille. Mmh. Et ensuite, on reviendra, je pense, en fin d'année. Il faudra qu'on sorte à Pitcairn parce qu'on a droit qu'à 3 ans dans les eaux avec le bateau en Polynésie française. Donc, on va aller faire un tour dans les îles anglaises et au sud-est là, de la Polynésie. Et puis, on reviendra se faire dorer la pilule au soleil. Vous m'énervez les deux là. Écoutez, bravo. Il y a Marie qui est avec nous. Eux aussi, alors Marie et Neil, ils ont marché en Europe aussi pendant 2 ans. Ils ont fait le sud. T'es encore là? Oui. Le sud du Portugal jusqu'en Turquie. Et ils viennent d'arriver là. 2 ans à pied. T'es passé par tous ces coins, toi, à pied aussi. Là. Elle est plus là. On l'a perdu. Ah voilà. Bip bip. Ah si, t'es revenu. Oui. Bon bah. Allô? Ouais. On va arrêter là parce qu'on n'arrête pas de se perdre. Sandrine, c'était cool d'avoir de tes nouvelles. Ouais. Bravo. Et vivez bien, soyez heureux, embrasse la famille, tout ça. Bon, voilà. C'est cool. Ça marche. Et puis j'essaierai de passer vous faire un coucou en direct quand on passe en France. Ah bah vous avez intérêt. Vous venez dans le salon direct. Tous les 3. Ça marche. Je t'embrasse Sandrine, à bientôt. Bye. Bonne route. Allez, bisous tout le monde. Pas mal, hein pas mal. Quoi. Incroyable. Ça fait rêver ou pas, ça? Ouais, c'est un peu petit, je trouve. Les petites îles, tout le temps. La vie d'insulaire, c'est quand même pas évident. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà passé pas mal de temps à Porquerolles, dans le sud. Pars bien dans le Et bon, la vie d'insulaire, c'est quelque chose de bien spécial. T'as vu son trip, quoi. Les parties, l'Amérique latine, finalement, le skipper beau et bronzé, pouf, les marquises, le bébé. Comme dans un film, quoi. C'est énervant, quoi. Tout marche bien. Bon, rebelote, on en était où, mon cher Fabien? Reprends le casque. On en était à mon magazine de... Voyage. Fabien, on le représente pour ceux qui n'étaient pas là l'autre fois. Donc, tu as un boulot assez sympathique qui est de présenter des villes. Alors, c'est pas des villes parce que pour ce lieux. magazine, on a décidé que ce serait des trajets, des routes ou des destinations. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est le Mexique. Ah oui, donc chaque numéro, oui, bon. Donc avant, tu pigeais pour des canards, pour d'autres magazines. Exactement. Où tu présentais des lieux, tu racontais des lieux villes, en Europe. Des canards plutôt très urbains à l'époque et très branchés et pointus. Ici, on a essayé avec mon associé, on a décidé qu'on allait lancer un magazine plus d'expérience qui serait vraiment entre le pointu et l'authentique. Donc l'idée, comme je te racontais, c'est de rencontrer peut-être un chef étoilé dans une ville, à Mexico City, et après aller voir sa grand-mère dans la campagne. Alors on n'a pas eu l'occasion de voir une grand-mère, mais on nous a soufflé une petite adresse très surprenante à Mexico City. Un des chefs les plus connus nous a dit d'aller à 3 km de l'aéroport de Oaxaca, sur une petite route de terre pour trouver le meilleur chef du Mexique. Ah bon? Et ça s'est confirmé en fait. Et c'est quoi? C'est un petit resto ou c'est quoi? Alors en fait c'est un jeune d'une trentaine d'années qui s'appelle Jorge León et qui en fait il a travaillé dans le resto étoilé le plus connu du Mexique qui s'appelle Pujol, et il a décidé de tout plaquer, de retourner dans la maison dans laquelle il a grandi, dans laquelle il est né, qui est donc à la campagne. Donc tu arrives dans son jardin, dans sa cour avec tous les chiens, les poules. Il y a même limite, tu vois, les buts à gaz dans le jardin parce qu'il prépare certaines sauces à l'extérieur. Et donc il a ouvert. Alors c'était une ouverture, un soft opening comme on dit, c'est-à-dire que son restaurant n'était pas réellement ouvert, mais plutôt pour les pros ou ce genre de choses. Et il a ouvert normalement en janvier ou février 2020, donc récemment. Mais du coup, en fait, tu te retrouves à prendre un taxi, tu te retrouves sur une petite route de terre et tu arrives dans une maison de Cambrousse, quoi. Mais il a installé des tables et tout ça, quoi. Ouais, alors il a installé, si tu veux, sur le côté attenant de la maison, il y a une sorte de auvent, un endroit qui est plutôt très, très joliment décoré, alors que le reste est très folklore et typique. Et ça ressemble presque même à un truc un peu super monacal et super austère. Et les plats, t'as 20 places assises et tu choisis pas les plats en fait. Et ça arrive en 7 plats et on te déclame comme pendant une messe ce que tu vas manger.
et tout le monde est servi en même temps. Donc, Est-ce que c'est un truc de luxe ? Alors, est-ce que c'est cher, autrement dit ? Non, tu sais quoi, c'est assez abordable. Je sais. Alors, il nous a finalement invités parce qu'on était journalistes. J'étais avec des photographes, un couple de photographes très talentueux qui s'appelle The Social Food. Mais je pense qu'en fait, on s'en serait sorti. En fait, on a petit déjeuner là-bas. Et après, on s'est fait ami avec lui. Donc, on est revenu déjeuner alors qu'on était dans la campus, tu vois. Donc, on s'est baladé. Je pense que franchement, ça devait être dans les. Peut-être le déj devait être dans les 30 €. Ah oui. Alors et tu manges pour 30 € chez un chef étoilé, enfin l'équivalent d'un chef étoilé. Ouais, un chef étoilé, on m'a dit qu'il le sera en tout cas peut-être prochainement. Mais le type, il a pour ambition d'amener dans son bled paumé, là, avec son chemin de terre, toute la haute bourgeoisie gastronome mexicaine ou... Il faut savoir que c'est un concept tout ça ou pas ? Alors après, c'est la région de Oaxaca où il y a énormément de... Si tu veux, après le repas, il nous a même fait une balade pour nous montrer ses champs de maïs. Donc c'est un peu là où apparemment il y a le meilleur maïs du Mexique. Donc il a des champs dans lesquels il récolte, où il récupère tout. Il fait d'ailleurs le maïs pour ce resto étoilé à Mexico, ce resto 3 étoiles. J'ai oublié ta question. Non, est-ce que c'est un concept son truc ? Je pense Est-ce qu'il a pour ambition d'attirer une espèce de foule de gastronomes bien informés qui s'échangeront cette adresse, qui deviendra célèbre ? C'est réellement à 30 minutes du centre-ville de Oaxaca. Enfin, c'est un peu comme si tu allais déjeuner à Tremblay en France, à côté de Roissy, pour tester un chef presque étoilé. Non, je pense que c'est pas un concept. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez authentique et qui avait eu besoin de revenir chez lui, qui a voulu continuer sa cuisine, qui avait une réputation et du coup les gens l'ont suivi. Et à mon avis, et en fait, l'adresse se passe sous le manteau. Le truc le plus drôle, c'est que quand le chef étoilé de Mexico City m'a donné le nom du chef et du restaurant, il y avait genre 3 micro-articles sur le web que j'ai trouvé. Et j'en ai trouvé un qui disait pour réserver une table, envoyez un message WhatsApp à Jorge, le chef du restaurant. Ce que j'ai fait. Et il m'a répondu. Il m'envoie encore des WhatsApp là régulièrement. C'est assez drôle. Il fait un suivi. Là, il a posté sur son Instagram la couve du magazine. Il prend de mes nouvelles. Donc mais c'est un mec assez intéressant et qui était aussi intriguant parce qu'il était très présent et très absent. Il y a des moments où on a essayé de lui parler et il était pas très palpable. Et puis en même temps, et après avoir cuisiné, il nous a pris en main, il nous a amené sur son champ de maïs et c'était une expérience assez intéressante. Marie, tu connais Mexico, tu m'as dit ? Ouais, je connais Mexico. J'y ai fait un voyage en 2013, je crois, 2014. Californie et Mexique. Un bon road trip, c'était chouette. C'est une ville... alors moi j'ai une mauvaise expérience de Mexico, je vous disais tout à l'heure, parce que j'étais fatigué à ce moment-là dans ma vie et je suis arrivé dans cet endroit, donc je déconseille aux gens fatigués et neurasthéniques. C'est un endroit... Non mais c'est vrai, je me suis quasi enfermé dans un hôtel. En fait on comprend rien à cette ville. Ouais, c'est grouillant, c'est très différent selon les quartiers. C'est un peu oppressant. Après, c'est chaotique. Mais c'est la culture mexicaine aussi, c'est comme ça. C'est un peu agressif, moi je trouve. En plus, c'est pollué, mais c'est dingue. Enfin, c'est fou, quoi. Alors moi, c'est ma deuxième fois à Mexico. La première fois, c'était en 2016. Et tous ces clichés, tout ce qu'on m'avait dit, c'est complètement volatilisé quand je suis arrivé. Moi, je trouve ça super accueillant. Non, mais je te dis, c'est pour ça que j'ai précisé que j'étais fatigué parce que tu vois, je pense. Alors là, je suis sûr du coup, tu apprécies plus ou moins les endroits en fonction non pas de ce qu'ils sont, mais de ce que toi tu es. Si t'es pas bien, genre, je pense que je serais arrivé n'importe où. Voilà. Donc c'est pour ça. Il faudrait que j'y retourne. Mais vas-y, éclaire mes lanternes. Effectivement, c'est très très grand, mais t'as aussi pas mal de petits quartiers à taille humaine. T'as la Roma, là, le quartier qui a fait l'objet d'un film d'Alfonso Cuarón qui finalement est super joli, super agréable. Et non, moi je trouve qu'il y a un truc assez magique aussi où tu sens que la végétation reprend sur le béton, quoi. Donc tu as des trucs qui sont un peu pétés, tu vois, tu as les cactus qui sortent du trottoir, quoi. Non, puis la culture street food, il y a plein de choses qui sont super... Alors moi j'ai fait un road trip un peu culinaire, tandis que Evan, ma collègue, elle a fait plutôt le road trip architectural et artisanal. Mais voilà, et en bouffe, tu peux manger à tous les angles de rue pour 1 € des choses absolument sublimes. Bon, t'as un bon souvenir, Marie, de Mexico. Ouais, moi j'ai un bon souvenir.
D'abord du musée anthropologique qui m'avait complètement transporté, Incroyable. qui est Ah bon sublime. Incroyable. La façon dont tout est organisé, la lumière, les 5 sens sont mobilisés, c'est vraiment un super souvenir. On mange incroyablement bien. Et il y a une sorte d'énergie artistique, beaucoup de street art. Si t'aimes Frida Kahlo et Diego Rivera, tu les sens un petit peu aussi présents partout. Non, moi, c'est un bon souvenir. Je reste avec vous alors. La vie quotidienne, quand on est 2 ans sur la route, donc vous aviez une tente. Ouais. Vous dormiez, vous la plantiez où la tente? N'importe où? Ou à chaque fois il faut demander un bout de jardin à quelqu'un? Enfin, vous avez, j'imagine qu'en 2 ans vous avez tout vu, quoi. Ouais. Il y a eu un On peu a de tout vu mais- en 2 ans. Déjà, la tente, c'était un peu l'option numéro 2. La première, c'était d'essayer de dormir chez les gens. Et ensuite, évidemment, dès qu'on avait moyen de ne pas mettre la tente, on ne la mettait pas. C'est-à-dire que tout était meilleur. Que ce soit une école, n'importe quoi, une grotte. On a été chez les pompiers, on a été où d'autres. Donc, Dans des granges, des gymnases, des mairies, des salles Ouais. communales. Attends, je fais juste une parenthèse. Fabien, t'es debout, tu veux pas aller me choper une bière dans le frigo, s'il te plaît? C'est une émission en live. Mais non, mais Stéphane, tu reprendrais un petit peu, ouais. Neil aussi, enfin tout le monde d'ailleurs. volontiers. Oui, donc tous les jours, le but du jeu, c'était où dormir ce soir? Ouais, Ou vous ouais, aviez ouais. un peu d'avance? Non, pas d'avance. tous les jours, c'était un peu la surprise. Je pense qu'on on savait où est-ce qu'on dormait à partir de 17h au max, quoi. Avant ça, c'était une surprise. Est-ce que ça devenait flippant par moment? Non? Je pense que ça a été flippant au début, mais... Parle bien mais dans le tu micro, t'y- tu t'es Ouais, pas ouais, tout ouais, le temps. ça a été flippant au début, mais tu t'y fais assez vite. C'est quand même un truc qui est super sympa de pas savoir où est-ce que tu vas cracher. Ouais, ça je veux bien le croire. Ça fait partie des meilleurs trucs. Pas du savoir voyage, chaque je pense. matin où tu vas dormir le soir. Oui, Ouais, ouais, c'est génial. Ah ouais. mais si, au bout d'un C'est moment. angoissant en fait. Non, mais ça fait partie. Vas-y, Neil. Bah, si t'as plein d'options, ça va, tu vois. Si tu connais tes options et que tu sais que le champ du possible est quand même ok, confort, je pense que c'est réjouissant. Si tu appréhendes le truc comme quelque chose de dangereux où tu vas finalement dormir dans la rue, je comprends que ça soit un peu stressant, tu vois. Pour nous, ça a jamais été vraiment la question. On savait qu'on avait toujours des solutions et Parce que au pire du pire, c'est quoi? Vous plantez la tente dans un parc et puis voilà. ouais, Non, ouais. j'exagère, mais. Non, mais c'est ça. Au pire du pire, on plante la tente parfois entre 2 baraques dans un petit parc. C'est arrivé. On a dormi dans la rue aussi, tu vois. Ouais, une fois ou Ça, deux. c'est flippant, non? Un peu, ouais. Ça dépend où. Mm. À Paris, ouais. Non, pour le coup, nous, c'était dans des petits villages à chaque fois qu'on dormait dehors, quand vraiment on n'avait pas eu d'autre choix. Quand il pleut des cordes au moment même où tu veux planter ta tente, tu te dis, ok, là, c'est... Pourquoi j'ai fait ce truc? Voilà. Et du Pourquoi coup, j'ai- on dort plutôt sous le porche de l'église ou... Ah oui, il y a quand même un côté rude. Ouais. Comment vous faisiez financièrement d'ailleurs? Vous aviez un pactole, enfin vous avez mis de l'argent de côté? Vous aviez comment ça? Déjà, on s'est mis un budget. En gros, on s'est dit 10 € par jour et par personne pour l'ensemble du voyage. Un truc à niveler, hein, parce que bon. Eh on s'est ben pas oui, parce tenu que tous les j'imagine que jours. l'Europe, l'Albanie, c'est pas les mêmes prix que l'Italie. Enfin, vous êtes passé en Italie Ouais, sans et doute. puis même En d'une Suisse. En d'une Suisse. saison à Oui, l'autre. voilà. Hein. Oh la Suisse, l'horreur. D'une saison à l'autre, en été c'est facile de rester dehors, c'est cool. Quand c'est l'hiver qui flotte tous les jours, qu'il y a du vent, que c'est des tempêtes ou de la neige, parfois tu as plus besoin de dormir en intérieur. Du coup, ça coûte aussi plus. On s'est retrouvé à payer moins cher dans des villes, enfin dans des pays qu'on connaît bien en été que dans des pays où ça coûte vachement moins cher, mais où les conditions étaient compliquées, quoi. Je pense qu'en Croatie, on a été très très peu hébergés dans l'ensemble. Jamais. Voilà. C'est vrai? Ouais. Et tu sais, vous avez essayé de comprendre pourquoi? Ouais, C'est c'était une culturel, raison c'est- assez simple et assez évidente. Ça s'appelle la peur de l'autre. Et les gens, régulièrement, presque tous les jours en Croatie, nous demandaient si on était des migrants. Parce que globalement, l'itinéraire qu'on a fait jusqu'à Istanbul, c'est plus ou moins la route des migrants dans l'autre sens. Et donc en Croatie, il y en a pas mal qui passent parce qu'ils se retrouvent en Bosnie, aux portes de l'Union européenne, à vouloir accéder à l'Europe de l'Ouest. Et comme la Hongrie a construit un mur tout autour de ses frontières, c'est en Croatie qu'ils passent maintenant. Donc il y a beaucoup de passages. Et les nous, gens en ont marre. Enfin, bon, je vais pas leur jeter des pierres non plus, quoi. Tu vois, j'essaie de mettre à leur place. La télévision leur dit qu'ils en ont marre, en tout cas. Et du coup, Ah ouais. voilà, le message. Non, mais étant assez est-ce que par fort- exemple vous avez croisé plein de migrants? Non. très peu. Non. Du coup, on voit bien que dans les médias, ils en font quand même beaucoup.
par rapport à ce que c'est. Enfin, nous, on vit à Paris, donc des migrants, on en voit tous les jours de façon... non, il faut aller Porte de la Chapelle. Oui, indénombrable, on quoi. en Non, voit on en voit partout, tout le temps, des migrants. C'est vrai qu'ils pensent même plus, quoi. Ouais, bien sûr. Genre, on en a vu certainement plus en une journée à Paris que en 2 mois en Croatie, tu vois. Donc tu dirais en Croatie une espèce de peur irrationnelle entretenue par, je vais pas dire les méchants médias, c'est pas ça, mais par une actualité qui traîne, qui dure et qui fait peur. Anxiogène. Ouais. Et vous l'avez ressenti, ça, ouais. On l'a ressenti, parce que les gens nous en parlaient tout le temps. Pour la petite anecdote, en Croatie, il y a quand même un gars qui m'a demandé à moi si on était des talibans. Donc à ce moment-là, tu comprends que... Ouais, tu vois. Ouais, les yeux clairs. Tu vois, j'enlève ma capuche et les cheveux châtains, les yeux verts, ça lui a pas fait dire qu'il venait de dire une grosse connerie. Et à ce moment-là, tu te dis que oui, en fait, le gars ne sait pas ce que c'est. Il sait juste que c'est un truc qu'il a entendu et dont il veut pas chez lui. Et voilà. Donc ça, c'était la raison principale, je pense, pour laquelle on n'a pas pu aller chez les gens en Croatie. Et puis la saison, quand il flotte et que c'est pas facile, qu'il fait nuit à 17h, 16h30, c'est moins facile d'aller chercher les gens en terrasse d'un bar, tranquille, quand ils sont contents, tout soleil. C'est pas la même chose, c'est pas le même rythme, il se passe... C'est beaucoup plus difficile de rencontrer des gens en hiver, globalement, quoi. Ça, c'est la grande phrase de l'émission. C'est plus difficile de rencontrer des gens en hiver. Romain, toi, t'as envie de vivre un truc comme ça, en fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tiens, voilà. Il part en juillet, c'est ça, pour l'Australie. Quand tu m'as dit que tu avais fait 5 mois, tu t'es baladé pendant ça. C'était dans quel cadre, ça? Je venais de terminer mes études et puis j'avais envie de voyager. Donc tu t'es baladé tout simplement. C'est ça. Il est là le voyage de Beatnik sans but, ni projet, ni photo Facebook. Voilà, je me suis dit, j'ai pris espagnol en seconde langue au collège, lycée, il faut que ça serve, donc je vais là-bas. Et puis ça faisait plusieurs années que je rêvais d'y aller, donc oui, c'était un voyage sans but. Et t'es allé où alors à peu près, grosso modo J'ai fait Uruguay, Paraguay, Argentine, Chili et quelques jours au Venezuela. Sachant que j'avais rencontré un Argentin, l'année d'avant, quand j'avais fait le tour de l'Europe, mais en van, pas à pied. Et sympa, pas de problème, ça s'est bien passé? Oui, pas de souci. Moi, la seule chose que j'ai pu remarquer qui était assez agaçante, c'est que dans le sud de l'Amazonie, tout ce qui est argentin, uruguayen et Chili, à chaque fois qu'ils voient une personne de couleur, ils pensent que c'est un Brésilien. Donc moi, on n'osait pas croire que j'étais français. On me disait, mais non, t'es Brésilien. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, il est de couleur, enfin je dirais, oui, un peu, quoi, une petite couleur. Il est bronzé, quoi. C'est ça. Et t'es d'où d'ailleurs? C'est vrai que ça pourrait brésilien, tiens. Ça pourrait. Mon père est guadeloupéen. D'accord. Voilà. Donc il a fallu que j'attende d'arriver au Venezuela où il y a plus de mixité au niveau des couleurs de peau pour qu'on arrête de me dire que je suis brésilien, quoi. C'est marrant, ouais. Voilà, mais sinon, les gens je les ai trouvés super accueillants, surtout au Paraguay où finalement on ne peut pas rester seul au Paraguay. Il y a toujours quelqu'un qui va venir te voir et te dire salut, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, viens boire un verre, viens prendre un barbecue, tout ça. Donc je me suis aperçu en faisant un bilan de ce voyage-là que sur 5 mois, j'avais pu passer pas loin de 2 mois et demi à dormir chez l'habitant, sans l'avoir réellement cherché ou demandé. Pareil, si j'étais amené à dormir dans un parc, je dormais dans un parc, je voyageais avec un ami. Tu faisais ça aussi, toi? Oui. Ah ouais. Oui, ça me dérangeait pas. C'est marrant, tu dormirais pas dans un parc, toi, Fabien? C'est pas ton genre. Enfin, pas volontairement, je veux dire. À part certaines nuits. Moi, c'est que les 5 étoiles luxe. Ouais, voilà. Non, c'est une blague. Non, mais je dormirais pas dans un parc. Non. J'essaierais de trouver Mais non, mais c'est flippant. Une auberge de jeunesse à 5 €. N'importe qui peut te braquer, Moi, une fois dans ma vie, je me suis endormi dans un parc en pleine journée, c'était en Inde. C'était où d'ailleurs? Je sais même plus dans quel bled. Il y avait genre. Vous avez voyagé en Inde déjà? Pas encore. Tu sais, les voyages en train qui en finissent plus, qui sont prévus 12 heures, qui durent 19 ou 20, et encore au milieu, le truc s'arrête, il y a une correspondance, t'avais pas compris, il y a 8 heures d'attente. Voilà. Et comme t'as pas dormi, je me suis foutu dans un parc comme ça. Et en fait, j'ai dû dormir sans vraiment m'en rendre compte pendant 4-5 heures. Mais je me suis réveillé paniqué, quoi. Et t'avais tout sur toi? Et j'avais tout, j'avais tout. Pourtant, j'étais au milieu du parc. Bon, il y a plein de gens en Inde qui dorment partout tout le temps, mais il y a plein de voleurs aussi. Il y en a plein qui s'endorment pas et qui perdent tout quand même. Oui, voilà. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vachement dangereux de dormir dehors. Non, mais c'est vrai, c'est con. Mais on se sent vulnérable, ouais. T'es hyper vulnérable, quoi. Bon, bref, t'as dormi dans des parcs au Paraguay, toi? Ouais, un peu partout en Amérique latine. Ah, il y a Gabi qui arrive. On est dans le salon de Gabi.
Elle était pas là la dernière fois, Gabi, parce qu'elle était en Thaïlande. T'as pas envie de parler Allez, un mot, c'était sympa Bangkok. Ouais. Les cacahuètes. C'était sympa, il faisait beau. Voilà, merci. Gabi est parti comme ça à Bangkok pour aller voir un pote. Et aller-retour, voilà, c'était cool. Ok. Ouais. Non, mais moi non plus, je dors pas dans les parcs. Et non, moi, je fais pas ces choses-là. Fabien, une autre histoire mexicaine du journal. Ouh là là, une autre histoire du journal mexicain. Mais alors aussi bien, t'as mis la barre très très haute tout à l'heure avec ton chef étoilé. Ouais, bah, l'idée c'est de trouver des choses bien, tu vois. Enfin, notre voyage a consisté à Mexico City, que moi je trouve être une ville formidable. Contrairement à ce que je disais. Ouais, donc. Ouais, bon, je pense que ça a dû aussi changer, évoluer. Bon, il faut que tu y retournes, que tu refasses une expérience quand tu es plus zen. Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? Ouais, à Mexico City, alors je t'ai parlé de bouffe, qu'est-ce que je peux te raconter? Ouais, il y a une partie du magazine que je n'ai pas traité moi, mais qui est très belle, qui est sur un architecte brésilien du XXe siècle, qui est né en 1902 et qui est décédé en 1988, qui s'appelle Luis Barragán. Tu connais peut-être? Non. Bon, c'est plus ou moins... Alors, c'est pas un disciple, mais il est très inspiré par un peu le Corbusier. Alfred Luz, enfin des architectes. Et en fait, il y a pas mal de bâtiments à Mexico City de Barragán. Et Evan, ma collègue, a donc eu la chance de faire un city tour en van Volkswagen qui l'a amené un petit peu dans plusieurs endroits. Comme il a un atelier dans un quartier, il a des écuries qu'il a fait pour un homme riche dans le nord de Mexico. Et en fait, c'est des architectures assez jolies. En fait, tu connais forcément... visuellement, parce que ça passe beaucoup, parce que c'est des murs un peu roses, des couleurs un peu pastel, à la limite du flash, quoi. Et j'ai un souvenir aussi de trucs un peu d'immeubles un peu rococo, pas avec des trucs qui tournent, des dorures, non. Je vois pas. Tu confonds pas avec Barcelone? Ah, peut-être. Ouais. C'est de l'autre côté de l'Atlantique. Okay. Non, je sais pas. Non. Ouais, non, mais donc voilà, moi je trouve que c'est quelque chose d'incroyable à faire. Et en fait, je vois que Marie est en train de le lire. Il y a une section aussi sur le musée d'anthropologie. Il y a 2 pages dessus. Parce qu'effectivement, c'est un musée. Je trouve que, effectivement, ça. Et qu'est-ce qu'il a de beau là architecturalement, il a été construit dans les années 60, milieu des années 60, je crois, par un architecte. Mais c'est extrêmement moderne encore, je trouve. Ouais. Et évidemment, tu as. Au milieu, c'est une sorte de grand rectangle. Au milieu, tu as une sorte d'énorme champignon. Enfin, une sorte de poteau plot champignon sculpté d'où tombe de l'eau, quoi. Enfin, Marie va te le trouver et te montrer un petit peu. Il y a des images dedans et en fait ça regroupe un petit peu vraiment des siècles de culture maya, aztèque, zapotèque et tout ce qu'il y a au Mexique, et c'est assez impressionnant. Après, on connaît pas d'ailleurs. On connaît pas. Ouais, donc c'est quelque chose de... Vrai, on n'étudie pas ça quand on est petit, et après si tu t'y intéresses pas personnellement dans ta vie, on a assez peu de on a assez peu de rapport avec toutes ces cultures d'Amérique latine et du Mexique. Ouais, écoute, même moi je me suis un petit peu familiarisé avec ça, et en fait je crois que tu as 82 tribus reconnues un peu quand tu parles de Maya, Aztèque et tout ça, et même encore aujourd'hui, tu as des dialectes qui existent aussi dans tout le Mexique, qui sont très différentes. Et donc, ouais, ce musée d'anthropologie est vraiment incroyable. Il est en plus situé dans un parc qui est dans le centre-ouest de Mexico, qui s'appelle Chapultepec, qui est un très très beau parc. Et c'est vraiment quelque chose à ne pas rater, quoi. Ah désolé. Une autre comme on est en train de boire du vin, une autre expérience. Donc j'ai fait un passage donc à Oaxaca un peu éclair pour voir donc le chef, ce jeune chef. Ainsi que, en fait, j'ai été déguster du mezcal pour une marque de mezcal. Donc, alcool de cactus avec un scorpion dedans. Alors, il n'y a pas de scorpion dedans, donc c'est un alcool de cactus, donc l'agave, qui est une forme de cactus, tu vois. Vous avez déjà bourré la gueule au mezcal? Ouais. C'est une expérience. Non, mais c'est une expérience. Tu l'as fait? Je l'ai fait là-bas en direct. T'as vu, c'est dingue. Hein. C'est pas comme si tu bois de l'alcool. Non, mais sérieux, l'effet est vraiment étrange. C'est pas dans le mezcal aussi que t'as des verres un peu de farine ou des trucs comme ça? Alors, je sais qu'ils adorent ajouter dans les cocktails là-bas des asticots, des verres ou des choses comme ça. Non, le mezcal, c'est vraiment un alcool de cactus. En fait, la tequila et le mezcal sont des alcools de cactus. Et pour le mezcal, c'est plus ou moins des agaves. Les agaves, tu vois, c'est les cactus un peu
qui sortent du sol Ouais. et qui font plusieurs pics comme ça, un peu comme, voilà, je sais pas comment dire, mais comme un peu comme l'aloe vera exactement. Et donc on a été dans les distilleries, on a fait un tour autour de la région de Oaxaca, mais avec un guide qui nous a accompagnés. Et on a rencontré des récoltants, enfin des gens qui faisaient du mezcal naturel de la manière la plus ancestrale qui existe. Un peu comme le vin naturel quand tu parles de choses anciennes. Voilà, donc on a trouvé le musée d'anthropologie. Moi, je regarde le musée de Mexico, là, Ouais, musée qui est d'anthropologie. immanquable. C'est ça que t'appelles un champignon, toi? C'est un plat? Ouais, enfin quand tu vas au milieu. Il Non. appelle ça un champignon. Non, à droite, C'est tu le vois, mezcal, ça, non, hein. là, la photo de droite. Tu vois le Ah pylône, oui, là, d'accord. Ouais, ok. Enfin, quand je dis champignon, c'est plus ou moins une sorte de Bon, bref, pylône, tu t'es bourré la gueule au mezcal, c'est dans le journal, ça? Non, mais mince. ça reste Tu vois, entre les moi et les trucs bien, photographes. Non, mais c'est vrai que le mezcal a quelque chose. Moi, Et- je trouve qu'il y avait un effet, je veux dire franchement, il y avait un effet plus proche du stupéfiant, de la drogue, que de l'alcool. Dans l'ivresse que ça procure. Bonjour, les discussions de spécialistes. Alors, l'ivresse du mezcal, on est quand même plus proche du LSD que du Bordeaux. Non, mais il y avait un côté un peu bizarre, un peu. Neil, je dis une bêtise ou pas? T'as pas fait ça, toi? Dans les Dans les Du effets, mezcal- dans l'ivresse que ça procure, j'ai trouvé que c'était une ivresse très particulière. Non, après on a essayé de retenter le truc une fois nous en faisant un macérat d'agave justement. Et là il y avait un truc un peu spécial, mais de tous les alcools que j'ai bu de là-bas, non par contre c'est super fort quoi, tu deviens aveugle. Ah ouais. Hein, c'est, Ah ouais, c'est du sévère. Ouais. C'est plutôt une boisson d'homme, Mhm. comme ils disent. Après, les gens te comparent le mezcal, tu sais, ça a un côté plus fumé, plus avec des goûts particuliers, donc un peu Oui, il y a comme des le. amateurs, C'est un peu ouais. comme le whisky. Ce serait comme un whisky en alcool par rapport à une tequila qui est plus neutre. Et t'as t'as pas mal de. C'est plutôt la région de Oaxaca où ils en font énormément. T'en as d'autres aussi. Mais t'as des bars à mezcal là-bas énormément. Et donc tu y vas et effectivement tu ressors à quatre pattes, quoi. Je reviens en Europe. Alors, cette Europe que vous aimeriez... En fait, vous avez une démarche presque, allez, j'allais dire politique, non. Vous voulez la vendre, cette Europe? Enfin, la vendre. En faire la pub, vous l'aimez? Bah, déjà, on C'est- l'a découverte, en fait, parce qu'on la connaissait pas vraiment. Non, mais c'est marrant juste de vouloir la découvrir. C'est que vous vous sentez européen, alors, tous les deux. Ouais, on se sent européen. Mais déjà, il y a un gros truc quand même qui fait qu'on a souvent tendance à masquer complètement le continent avec l'entité politique, quoi. Dès qu'on parle de l'Europe, tous, on pense Ouais, l'Union système européenne, politique, tu vois. Non, France, c'est Allemagne. clair. Et même dans les journaux, partout, on fait pas gaffe, mais l'Europe, c'est devenu pour nous l'Union européenne. De fait, il y a plein de pays qui sont un petit peu différents culturellement en Europe, où même la religion majoritaire est différente, ou qui ont des influences vraiment de l'Empire ottoman, qui sont bien particuliers. Et du coup, c'était intéressant pour nous de voir. Vous êtes allé chercher cette Europe-là, finalement. Qu'est-ce qu'il a défini, cette Europe? Vous vouliez sortir de l'Europe qu'on a tous en tête, Benelux, Allemagne, pays du Nord, France, Italie, Espagne, et aller dans les petits chemins de l'Europe. Dans les petits... Ouais, c'est ça, voir l'autre Europe qu'on voit pas dans la plupart des médias. Se faire une idée de quelle est la vie dans les campagnes au Kosovo. Parce que Ouais, pareil, c'est vrai. la dernière fois qu'on a vu le Kosovo, c'était pour voir On n'en parle jamais. Pas la des guerre. casques bleus et Ouais. des tanks, quoi. Alors que aujourd'hui, il y en a plus et il se passe plein de trucs là-bas. C'est très mignon le Kosovo. Ouais. Et alors, question, ces gens que vous croisez dans ces coins improbables, si je puis dire, Kosovo, Croatie, Albanie, tout ça, est-ce qu'ils se sentent, eux, européens? Est-ce que vous en parliez avec eux déjà? Est-ce qu'il y a moyen d'en parler? Est-ce qu'il y a une langue qui... Est-ce que l'anglais est une langue qui permet de s'exprimer partout? Pas vraiment là-bas. Non. Non, une fois qu'on avait passé la Slovénie et qu'on est arrivé dans les Balkans, vraiment, l'anglais nous servait plus beaucoup. Qu'est-ce qui À part servirait vraiment quand on rencontrait qu'est-ce qui des jeunes. servirait comme langue? L'allemand? peut-être L'allemand. L'allemand, ouais. En Croatie, en Même au Bosnie Kosovo, aussi, d'ailleurs, même aussi. au Kosovo. Non, Alors, mais je veux dire, qui servirait, c'est-à-dire que tu as toujours quelqu'un dans un coin qui parle. tu Ouais, vois, bien tu sûr, sais c'est que- ça. ouais. Tu vois qu'il y a des foyers où là, dans ce pays-là, les gens parlent plus italien, là, ça va être l'allemand, là, ça dépend vachement. Et pour le coup, au Kosovo, on a croisé pas mal de gens qui parlaient français parce que pendant la guerre, ils ont fui la guerre et ils sont allés vivre et travailler en Europe de l'Ouest, beaucoup dans des pays francophones, en France et en Belgique. Et après, Et ils sont revenus après. Ouais, d'accord. Donc on a croisé des gens qui parlaient français. C'est le seul endroit à peu près.
Est-ce que cette barrière de la langue, ça vous a freiné par moment? Il y a eu vraiment des moments où tu dis merde, on peut parler à personne ici, on comprend rien. Vous avez quand même réussi à trouver à chaque fois que. Nous déjà, on a toujours essayé de baragouiner au moins le minimum. Partout où on est allé. Il y a des pays où on a fait plus d'efforts que d'autres, il y a des pays où c'était beaucoup plus facile que d'autres. C'est sûr que quand on se met à apprendre le portugais, c'est quand même vachement plus sympa et facile que quand on apprend le macédonien et qu'on doit faire face au cyrillique, quoi. Ah oui. Mais et puis voilà, t'arrives en Grèce, c'est complètement différent encore. Il y avait vraiment eu des pays où ça a été assez facile pour nous et d'autres, c'est une vraie galère. Et du coup, pardon, vas-y, excuse-moi Marie. Non, et pour le coup, c'est difficile de dire dans tel pays on n'a vraiment pas pu communiquer à cause de la langue. Un truc qui s'est dessiné tout le long du voyage, c'est que quand les gens ont envie de communiquer avec nous, on y arrivait. On a passé des soirées, on a passé des soirées complètes avec un couple d'Albanais de 60 ans. Une fois qu'il avait compris comment marchait Google Traduction, il avait tellement envie de communiquer qu'il s'emparait du téléphone et la soirée passait comme ça. Et d'autres, ou même des gens beaucoup plus jeunes, où, je sais pas, il y avait une gêne, une timidité de se lancer dans une langue qu'ils maîtrisaient pas, et pour le coup, la communication, là, était beaucoup plus difficile. Et du coup, je reviens à ma première question. J'imagine que comme vous aviez cette ambition de présenter l'Europe, vous en parliez avec les gens. Ouais, est-ce qu'ils se sentent européens? Ça dépend, tu vois. Il y a cette envie d'être européen. Et vraiment, tu sens que continentalement, il y a quelque chose. À peu près tout le monde reconnaît qu'on est des voisins. Après, tu sens chez les gens partout qu'il y a quand même une grosse part de contraintes dans l'Europe, qu'ils ont l'impression que pour eux, c'est beaucoup de contraintes qu'on met sur leur façon de vivre, sur leur façon de travailler, sur l'économie de leur pays. Et ça, c'est un petit peu ce que les gens ont tendance à voir en premier lieu, en fait. Ce qui est compliqué pour bâtir un truc, c'est que... Ils ont peur de perdre leur identité, ouais, leur souveraineté économique, ouais, bien sûr. Et puis c'est ce qu'on entend beaucoup, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que on pense vraiment à tout ça avant tout le reste, qu'on ne sache pas citer le nom des capitales européennes tous réciproquement, parce que c'est ça, comme ça chez nous, mais c'est comme ça partout en Europe. Et pourtant, en plus, c'est marrant parce que j'ai des gosses, il y en a quelques-uns là. Et l'autre jour, il n'y a pas si longtemps, je faisais réciter à Tania les capitales européennes et il y avait ils apprenaient par cœur le Kosovo et tout. C'est vrai, ils le font. Ils l'apprennent par cœur en tout cas. Bon, je sais pas ce qui reste, mais moi, c'est pas resté. J'ai fait réciter la leçon, mais c'est pas resté. Et puis arriver aussi à comprendre tout ça avec des angles différents. Pardon. La capitale du Kosovo. Pristina, ouais. Oui, donc. Il y a des angles dans les médias par rapport à tous les problèmes d'actualité. Enfin, là, par exemple, on voit qu'en Turquie, ils ont ouvert les vannes, que Erdogan laisse passer beaucoup de migrants en répercussion à l'aide inexistante des pays européens pour ces problèmes en Syrie. Et c'est intéressant pour nous d'avoir traversé la Bulgarie, les frontières de la Bulgarie avec la Turquie, de se rendre compte du problème des migrants, d'en discuter avec des gens tout ça, mettre un petit peu en regard les problèmes d'actualité, les différences de l'histoire aussi qu'il y a entre les endroits, quoi. Et ça apprend énormément de choses parce que l'Europe et l'histoire, en fait, est surtout vraiment écrite par les vainqueurs à chaque fois. Et du coup, il y a des choses qu'on découvre avec des angles complètement différents qui laissent penser des choses sous un autre angle, quoi. En fait, vous êtes en train de me dire, c'est toujours la même chose, quoi. On a fabriqué une espèce d'Europe économique et vaguement politique, mais on a complètement oublié les hommes, la culture, l'enseignement et voilà, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, et ça, vous l'avez ressenti? Complètement, ouais. Et depuis le milieu du voyage à peu près, on se dit que l'UE, elle a été construite en oubliant ou en mettant pas en premier, en tout cas, ce qu'elle aurait dû, à savoir l'identité, la culture, en quoi les gens se ressemblent. Pourquoi on aurait envie de vivre, d'échanger économiquement ensemble si on se connaît pas et si on se sent pas se ressembler, quoi. Est-ce qu'après tout ce voyage, 2 ans c'est long quand même, hein, vous êtes plutôt optimiste sur l'Europe, sur tous ces peuples que vous avez rencontrés, super optimiste. Ou pessimiste, où vous dites non, c'est cuit, tout le monde va se refermer. Je pense que l'Europe, il y a un vrai truc, quoi, qui nous lie tous. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on s'appelle. Enfin, il y a vraiment
un caractère européen, des façons de vivre qui datent pas d'aujourd'hui. Tu vois que dans les campagnes, les gens vivaient il y a 150 ans de façon très très similaire d'un côté et de l'autre de l'Europe, sûrement plus qu'aujourd'hui en fait. Et il y a quelque chose qui fait que tout ça, c'est beau. Enfin, les gens boivent la même gnôle, conservent leurs légumes pareil. Quand tu regardes un peu les campagnes, il y a vraiment un truc qui nous rassemble. Je pense que si on s'aperçoit de toutes ces choses-là, il y a beaucoup plus de choses qu'on tolérera plus de l'autre, de l'Europe. C'est ça, politique, économique. Et c'est peut-être sur ces choses-là qu'on devrait un petit peu sensibiliser les gens aujourd'hui, leur faire comprendre que bon, voilà, nos campagnes, c'est nos campagnes européennes et pas simplement... Tu vas faire plaisir à Stéphane, il est tout content. Ouais. Ah, tu l'as ressenti ça aussi, ouais. Bon, il peut pas parler, il a pas de micro, tant pis. Mais il l'a ressenti aussi avec son âne en se baladant sur les routes. T'as vu l'heure, faut qu'on y aille. Je fais un petit tour de piste. Romain, on n'en a pas parlé, mais Romain, alors il a monté un site, il s'est trouvé un job, il s'est dit je vais conseiller, je vais aider les gens pour leur voyage. C'est ça, rapidement. Je suis parti du constat qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent voyager, mais qui n'osent pas franchir le pas parce qu'ils se mettent des freins ou parce que, on le disait, le méchant média fait en sorte qu'on ait peur d'aller à l'étranger. Donc j'ai créé une micro-entreprise dont le but est d'aider les gens à réaliser, à concrétiser leur rêve de voyage. C'est un gourou en fait. En fait, il fait le chaman du voyage. Non, ce que je fais, c'est que je crée des itinéraires personnalisés. Donc je me sers de mon expérience de voyageur pour trouver les meilleures activités, les meilleurs hébergements, tout en respectant le budget de chacun et les personnalités de chacun. Et Marie voulait dire un truc. Ouais. Comment ça s'appelle? Où est-ce qu'on te trouve? Le temps du rêve. Donc joli. je suis présent sur Facebook, Twitter, Instagram. Le ton du rêve. Le temps du rêve. Le temps du rêve, d'accord. Et là où ça prend son sens, c'est que ça fait référence à la mythologie aborigène d'Australie. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, le temps du Voilà. rêve, absolument. Donc je crée des itinéraires personnalisés, mais pas que. Si les gens partent pas en voyage parce qu'ils parlent pas anglais, j'ai des solutions, que ce soit des applications ou des partenariats avec des profs d'anglais. Si c'est l'espagnol, après 5 mois en Amérique latine, je suis capable de donner des cours d'espagnol. Si c'est la peur de prendre l'avion, je suis en train de créer un micro-séminaire avec une sophrologue pour agir sur le j'ai peur de prendre l'avion, j'ai peur de la nourriture que je connais pas, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les personnes qui veulent voyager puissent pas me dire non, je voyagerai pas. Parce que à chaque problème, je trouve une solution. Et comme il faut bien qu'il prouve que lui-même est un grand voyageur, il part en juillet pour un voyage jusqu'en Australie sans prendre l'avion. Et puis voilà, puis t'alimenteras au fur et à mesure. Voilà, tout à fait. Le canard, voyage, Fabien, hop là, pique le micro, on le trouve partout. On le trouve partout, mais en fait, moi, je voulais revenir sur Neil et Marie. Bah, vas-y. En fait, on le trouve partout, mais je suis déjà en train de travailler sur le prochain. Donc, c'est ça, en fait, tu fais la sortie d'un magazine, mais tu dois déjà préparer le suivant. Bon, en avant-première, je vous dis, le thème, c'est l'Orient Express. Ah, bien. Et donc, on va... Écoute, il se choisit des bons petits thèmes, là. Ouais. Et du coup, voilà, ma collègue va s'occuper de la moitié ouest, on va dire, donc France, Suisse, Italie. Peut-être pas l'Italie en ce moment, on verra. Bon, moi, j'ai le même dilemme avec Istanbul. Mais du coup, moi, je vais m'occuper de la partie est. Donc, je vais aller à Istanbul, peut-être en train ou en avion. Mais en effet, je vais revenir en train. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez me donner une idée de quelles étaient vos meilleures expériences dans les Balkans ou de Istanbul à peut-être en Bulgarie ou ce genre de choses. Si vous avez quelque chose à me recommander. Alors, attention, pas forcément en ville, mais aussi même vous étiez plutôt dans les campagnes, j'imagine. Donc, s'il y a quelque chose qui vous a vraiment... Là, maintenant, il faut qu'ils répondent maintenant. Ils peuvent t'envoyer un petit mail. Non, j'attends une réponse immédiate. D'accord. Je vais laisser la parole à Neil. Ouais, je sais que nous... Vas-y, trouve une auberge avec un chef étoilé au Kosovo qui fait de la carpe, comme on n'en fait plus depuis 1830. Où est-ce qu'on a bien bouffé en Turquie? Pour nous, c'était une grosse surprise. On est arrivé quand même dans un endroit bien par hasard. Je me suis pété la cheville, moi, 7 jours avant la fin. Péter la cheville, non, mais une entorse avec rupture totale d'un ligament, etc. Tu vois. Et le deuxième jour, ça a été un peu chaud. On a cherché à sortir de cette jungle pour tomber sur une route où je pourrais accessoirement m'enfuir vers l'hôpital, tu vois. Et là, on a atterri dans un micro-bled et il y avait un écolodge
C'est à peu près un des seuls écologes qu'on ait croisés. On n'en a pas vu vraiment en Bulgarie. Il y en a sûrement qui existent. Mais là, en arrivant en Turquie, c'était inespéré, quoi. Il n'y a pas d'autres trucs comme ça. Le tourisme là-bas et l'hôtellerie dans cette partie de la Turquie, en tout cas, on n'est pas du tout sur de l'écologe et des trucs comme ça. Et on arrive chez ces gens super humains, vraiment très éduqués, différents de tous les gens qu'on a vus jusqu'à présent. Et en fait, ils avaient des vies de Stambouliotes. Stambouliotes, ouais. Super. Voilà, Active. ils étaient méga actifs. Ils ont des filles qui sont artistes peintres, chefs d'orchestre, enfin bon, bref, des gens un peu différents. Et on a mangé chez eux la meilleure bouffe de tout le voyage, je pense. C'était un délire, aussi bien au petit déjeuner qu'au dîner. Un vrai savoir cuisiner, un vrai savoir vivre. Et en fait, ils ont un lifestyle qu'ils amènent dans cet endroit si différent de tout ce qu'on a pu voir en Turquie. C'est pas loin d'Istanbul, ça. Et il faut y aller, quoi. Eh ben, écoute, Voilà, je suis preneur de écologe. l'adresse, donc à la fin de l'émission. Bon, vous ferez- je pour prends vos les petits autres papiers. adresses, échange de mails et voilà. Ouais, clairement. Bon, bah écoute, voilà, voyage, bonne chance au magazine. Ouais, bah écoute. Que te dire je dois reviens partir- nous parler de l'Orient Express la prochaine fois. Ouais, je reviendrai, ouais, mais si je dois partir dans 2 semaines, mais apparemment sur Istanbul, ça va peut-être prendre plus de temps. on sait parce pas que trop ce qui va se j'ai des passer, partenariats avec Avec Corona. avec Corona, ouais. Ouais. Non, c'était au Mexique, hein, Corona, le partenaire. Donc, t'as compris. Oui, bah oui, bien Oui, sûr. ok. Nil et Marie, bah merci beaucoup. Juste une petite parenthèse, on n'en a pas parlé du tout, j'aurais voulu, mais 2 ans en couple, 24 heures sur 24. Ouais, Il y a forcément des moments, j'imagine, où on a besoin de solitude. ouais, carrément. C'était pas facile tous les jours. Après, il y a beaucoup de moments où c'était bien d'être à 2. Mais pour la petite histoire, il y a eu 7 fois au Monténégro où vraiment là, on se supportait plus. Et on a décidé de partir chacun de notre côté pour marcher séparément la journée. Et Neil a dormi dans un village, moi j'ai dormi dans la montagne. Et on s'est retrouvés le lendemain matin. Ça fait un peu de boudin, quoi. Voilà. Mais très heureux de se Mais pas retrouver le beau- lendemain. mais- Du non, coup. mais ça m'étonne que ça arrive qu'une seule fois en 2 ans, quoi. Ouais, et c'est arrivé une seule fois, elle est partie dans la montagne toute seule quand même, avec les traces d'ours partout et tout. Tu te dis, dans la neige quand même, genre, tu vois, Le Nil, il était tout stressé. ça coûte. Hein, et moi, je suis resté au bled à boire des rakias avec les mecs. tranquille. Ah, bah voilà, tu Et moi, j'avais qu'une vois le envie, délire. c'était de plus l'entendre. Et lui, il était tellement inquiet qu'il m'écrivait tout le temps, toute la journée. Et je lui dis, au bout d'un moment, si on se sépare pendant 24 heures, c'est pas pour se parler toute la journée par téléphone, quoi. Enfin voilà, et nous, 4 avril, là, on fait notre événement. Oui, alors de le 4 retour avril à Paris, donc il y a Avec une soirée. projection, expo Voilà. photo, petit retour d'expérience, ça devrait être assez marrant. Il y a même des lots à gagner, une remise de médailles pour nos guests, puisqu'il y a 36 personnes qui sont venues marcher avec nous sur 2 ans. Et voilà, c'est à Paris. On peut voir tout ça sur notre site www.2pva.com. Et voilà. 2 PVA, ah oui, 2 pas, Deux pas vers l'autre. deux pas vers l'autre. 2 pas vers l'autre. Là, les envoyez-moi deux quelques jours avant, envoyez-nous des rappels, super. on mettra sur les Génial. pages de la planète et marches. tout ça. Super, merci. Bah, bravo, et puis alors là, bonne chance pour la suite, puisque toi, je pense, Marie, que tu ne redeviendras pas DRH. Enfin, c'est pas le but du jeu en tout cas, pour l'instant. C'est toujours moyen de pas le faire. Et vous êtes parti pour faire un bouquin, pour faire un film, et j'imagine une autre aventure. Sûrement. Ouais. Inch'Allah. C'est ça. Bon, bah, bravo. Sûrement. Et il y a matière, ouais, c'est sympa. Eh bah, très bien, tout le monde, merci d'être passé dans le salon. Enfin, Stéphane. T'as vu, j'ai retrouvé un micro. Ah, il a retrouvé un micro, tu peux parler? Bah non, tu peux Ouais. pas, c'est fini. Ah non, encore 2 minutes. juste pour dire que on va essayer de venir le 4 avril quand même. Ça tombe un week-end, ça tombe bien. Bah ouais. Fais gaffe, il dit pas ça, il amène tout ça et tout ça. hein. Non, Mais on on viendra. vous garde une place, Ouais, avec c'est plaisir. gentil. On se rappelle. Pour dire que le 8 mars, non, c'est le 8 mars aujourd'hui, on était dans ton salon, ça Ouais. tombe bien. Voilà, le 8 mars, c'est fait. Le c'est 11 la mars, suivante. on fait un direct en Ardèche dans le salon de Aude pour une émission autour des gens qui partent avec des animaux. Le 12 mars, on sera au 5e festival des Rendez-vous de l'Aventure à Lons-le-Saunier. On verra sans doute Caroline, dont on a parlé Ouais. tout à l'heure. Ok. Lance le sonnier, on connaît bien dans la famille. Le 13 mars, on fait un apéro nomade à Aubenas. Et Vas-y, scroll un peu. si. L'écran Et est on bloqué, sera, on sera au 5e forum des chemins pèlerins le 26 à Paris. Voilà. Voilà, tout ça. Et le prochain dans mon salon? Eh ben le 26. D'accord. Pardon, le 29. Le 28.
Non, le 28. Le samedi 28. Non, mais 28 on avril. a décalé la... Non, 28 mars. On n'est pas là le 28 mars. Ah bah si. Gabi, elle me regarde avec ses grands yeux. Non, on n'est pas là le 28 mars. Bah si. Ah non, non. Ah, ok, d'accord. Bon, Bon, on en reparle. ok. Non, on va à Tanger. Ah. Bah ouais, tous les deux. Bon. hop, joli. J'adore Tanger. Bah écoute, je ne sais pas. Non, mais bon, bref, les coulisses, ça c'était la partie off de l'émission. Vous voyez comme on est hyper bien organisé, préparé, tout ça. Et voilà. Bon, à bientôt. Allez, appuie sur le bouton. Merci tout le monde. Ciao touti, bonne route. Ciao. Salut. Allô la planète? Avec Eric Lange. Allô la planète? Avec Eric Lange. Oui, je suis allée en voyage. Allô, la planète. Avec Eric Lange.